Bienvenue dans cette vidéo où nous allons revenir à la base de la base. Ce cours est construit en deux parties, nature et fonction, afin de bien différencier les deux et de revoir tout ce qui est essentiel pour ensuite être à l'aise en grammaire. Cette première partie est dédiée aux natures grammaticales. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la nature grammaticale ? Eh bien, tout simplement, les mots sont comme nous, ils appartiennent à des familles et ils ont une identité. La nature grammaticale, c'est l'identité du mot. Et comme pour nous, cette identité ne change pas. Par opposition aux fonctions grammaticales, mais ça nous le verrons dans la seconde partie du cours. Alors, voyons ces diverses identités et ces diverses familles qu'on appelle les classes grammaticales. On peut schématiquement classer ces classes justement en deux grandes familles. D'un côté, toutes celles qui sont variables, illustrées ici par les barbapapas, parce que, un petit peu comme les barbapapas, les termes issus de ces classes vont changer parfois un petit peu de forme. Et puis, de l'autre côté, il y a les classes invariables, qui, elles, sont immuables, comme les pierres de Stonehenge. Ces grandes classes grammaticales, plus précisément, se composent de diverses sous-familles. Du côté des variables, la famille du verbe, celle du nom, celle de l'adjectif, celle de l'article et du déterminant, et celle du pronom. Du côté des invariables, on rencontre la famille des adverbes, la famille de la préposition, celle de la conjonction, et enfin la famille de l'interjection et de l'onomatopée. Ce classement sera aussi le plan de notre séance, puisque nous allons, en commençant par les variables et en terminant par les invariables, voir l'une après l'autre chacune de ces familles. Quelques mots sur le verbe d'abord, ce terme magique, puisqu'il permet d'évoquer l'action, le sujet agissant. Passons rapidement en revue les catégories qui forment cette famille du verbe. La très grande majorité des verbes appartiennent à la catégorie des verbes d'action, marcher, courir, jeter et je ne sais quoi encore. Et puis il y a une plus petite catégorie, mais qu'on utilise énormément, qui sont les verbes d'état. Être, devenir, paraître, sembler, etc., avoir l'air, bref. Tous ceux qui indiquent un état du sujet. Et puis, il y a encore une catégorie un peu particulière qui est celle de l'auxiliaire. En effet, être et avoir, lorsqu'ils sont employés comme auxiliaires, sont davantage des verbes outils que des verbes signifiant réellement être au sens plein ou avoir, au sens de posséder par exemple. Ils deviennent plutôt des mots purement utilitaires. Dans la même sous-catégorie, on va pouvoir aussi ranger quelques verbes qu'on emploie comme semi-auxiliaires. Aller, venir, devoir, pouvoir, ou encore la locution figée, être en train de. Des semi-auxiliaires ? Mais qu'est-ce qu'elles nous racontent ? Ben oui, vous les connaissez, sans les connaître sous ce nom-là. Mais prenons l'exemple du verbe aller. Vous avez sans doute déjà utilisé une tournure du type « je vais arriver d'ici quelques minutes » ou pour le verbe venir « il vient de sortir à l'instant » ou pour le verbe devoir encore « elle a dû s'en aller, je pense ». Ici, tous ces verbes vont fonctionner comme des semi-auxiliaires qui s'articulent avec d'autres verbes dont le sens est plus fort et qui perdent un petit peu de leur sens originel. Passons à une autre famille des variables, celle du nom. Nom qui permet de désigner les entités du monde, de la réalité qui nous entoure. Le nom ayant pour noble fonction de désigner les entités qui composent notre monde, si diverses soient-elles, il est intéressant de se pencher sur la manière dont a été structurée cette famille. D'abord, première subdivision bien connue, celle des noms propres d'un côté et des noms communs de l'autre. Le nom propre, bien sûr, désigne une entité unique, spécifique, d'où la majuscule et l'invariabilité du nom. Cette chose, ou cet être plutôt étant unique, on ne peut pas bien sûr le mettre au pluriel.
Du côté des noms communs, on retrouve l'aspect variable de cette grande classe des variables. Maintenant, du côté des noms communs, on va pouvoir chercher une autre subdivision. En effet, il y a d'un côté les animés et de l'autre les inanimés. Attention, les inanimés ne veut pas seulement dire ou ne fait pas seulement signe vers ce qui est purement vivant, ici et maintenant. Dans cette sous-catégorie, on va pouvoir mettre évidemment tout ce qui est vivant, les humains, le chat, le chien, l'oiseau, etc. Et puis aussi ce qu'on conçoit dans notre imaginaire comme animé, donc une licorne, Zeus, etc. Parce qu'on ne les conçoit pas inanimés, même s'ils ne sont pas réellement vivants. Du côté des inanimés, on va ranger en revanche les choses concrètes, les objets, et puis bien sûr les idées un petit peu conceptuelles, abstraites. D'où la deuxième subdivision, non abstrait, non concret. Comme je le disais à l'instant, il y a les choses concrètes. Un non concret tout simplement désigne une chose, une entité auquel nos 5 sens peuvent avoir accès. Donc si je peux toucher, si je peux entendre, si je peux goûter, etc., c'est nécessairement concret. Petite précision, les animés sont nécessairement concrets aussi. Et puis les noms abstraits qui, eux, sont davantage des concepts et qu'on va considérer comme massifs. J'y viens tout de suite. Du côté des concrets, eh bien, il va falloir subdiviser une dernière fois, puisque parmi les noms concrets, admettons du sable ou des chaises, il y a des noms qu'on dira comptables et d'autres qu'on dira massifs. Comptable veut simplement dire que l'on peut les compter, comme son nom l'indique. Massif veut dire qu'on ne peut que très difficilement séparer des entités. Admettons que je reprenne l'exemple de tout à l'heure, une chaise, 2 chaises, 3 chaises, plusieurs chaises, chaque chaise, etc. En revanche, si je prends des exemples comme le sable, l'acier ou le lait, difficile de dire des laits, on dira plutôt du lait, de l'acier, du sable. On peut difficilement dire aussi chaque sable, chaque lait ou chaque acier, sauf à parler de type d'acier particulier dans ces cas-là. On peut difficilement dire aussi plusieurs laits, plusieurs sables, ou un sable, 2 sables, 3 sables, etc. Donc ce sont des noms, souvent liés à des matières, qu'on peut difficilement dénombrer. Enfin, toute dernière catégorie, c'est la distinction entre noms individuels et noms collectifs. Les noms individuels permettent, comme le nom l'indique aussi, de désigner des individus uniques, particuliers, singuliers. Je reprends une clé, par exemple. Les noms collectifs sont au singulier. On peut les utiliser au pluriel aussi, bien sûr, mais au singulier, ils désignent déjà une collectivité, un ensemble pluriel. Par exemple, une foule, une multitude, un bouquet, qui sous-entend nécessairement plusieurs fleurs, ou une forêt, qui sous-entend nécessairement un grand nombre d'arbres, etc. Passons maintenant à la famille de l'adjectif. Si je vous dis adjectif, vous allez du tac au tac me répondre qualificatif. Oui, très bien. Néanmoins, il existe une autre catégorie moins connue sur laquelle on va rapidement revenir, qui est l'adjectif relationnel. Mais revenons à notre qualificatif d'abord. Un exemple pour illustrer notre propos. C'est une jeune fille polie et joviale. En tant qu'à faire, autant lui mettre plusieurs qualités. Par définition, le qualificatif est toujours gradable. Je peux indiquer des degrés. C'est une très jeune fille, vraiment polie et peu joviale, par exemple. Je peux indiquer différents degrés. Et pourquoi je peux indiquer différents degrés? Eh bien parce que l'adjectif qualificatif, comme cela l'indique, eh bien il est là pour indiquer une qualité ou une caractéristique du nom. Et cette qualité ou cette caractéristique peut évidemment avoir des degrés. Revenons maintenant à notre relationnel, à notre adjectif relationnel, avec un exemple là aussi, il conduit la voiture présidentielle. Comparativement à l'adjectif qualificatif, vous comprendrez très vite que le relationnel n'est pas gradable. Je ne peux pas vraiment dire la voiture très présidentielle. Ou alors je suis en train de faire ici un effet de style, une figure de style.
Donc il n'est pas gradable, et pourquoi? Parce qu'en fait il n'indique pas une qualification, comme c'est le cas du qualificatif, mais une relation, un rapport entre le nom et autre chose. Ce rapport, on va pouvoir le retrouver dans le fait que le relationnel est remplaçable par un complément du nom. Je peux dire, au lieu de la voiture présidentielle, la voiture du président, par exemple, ce qui n'est pas possible avec le qualificatif. Ah tiens, et tant qu'on y est, avant de passer à la suite, concernant cette idée de gradation, d'adjectif gradable, je vous rappelle très rapidement que c'est aussi à ce sujet que l'on parle des fameux comparatifs et superlatifs. Le comparatif qui permet de mettre en lien, en balance, ou en comparaison bien sûr, deux éléments avec plus que, moins que, aussi que, autant que, etc. Et puis le superlatif qui, lui, va exprimer les degrés extrêmes, soit le plus, soit le moins. Et puis, quelques adjectifs irréguliers, le pire ou le meilleur, par exemple. Dernière petite précision pour information, dans cette grande famille de l'adjectif, on rencontre quelques intrus qui, en fait, ont changé de nature, entre guillemets, ou sont passés du côté du verbe au côté de l'adjectif. D'abord, on y rangera les participes passés qui sont employés comme adjectifs, par exemple ému, déçu ou émerveillé. Et puis ce qu'on appelle l'adjectif verbal, qui est formé sur le participe présent, comme charmant ou étonnant, ou la très grande majorité des adjectifs se terminant en ANT. Passons maintenant à la famille de l'article et du déterminant. Alors, quelle différence entre les deux, me direz-vous? Eh bien, elle n'est pas énorme, cette différence, c'est surtout une différence de dénomination. On appellera article l'article qui s'utilise de manière un peu par défaut, quand aucun autre ne s'impose, de manière la plus neutre, on va dire. Et le déterminant sera un article aussi à sa manière, mais qui apportera une petite information supplémentaire. Revoyons très vite les articles. Je ne vais pas vous faire l'injure d'y revenir de manière trop approfondie, car tout ça, vous le connaissez déjà. L'article définit d'abord, bien sûr, le, la, les, au, en vous rappelant que c'est bien la préposition à plus le, contracté en un seul mot, donc au et au pluriel. Du, même chose, c'est de plus le, si on revient à la base de la formation de l'article, ou des. Les articles indéfinis, ensuite, un, une ou des, qui désignent une chose de manière indéfinie, justement, c'est-à-dire qu'on ne vise à rien en particulier, contrairement à l'article défini. Et vous aurez compris aussi que un, une, des permet aussi de dénombrer d'une certaine manière, donc cela ne peut s'utiliser que pour les noms comptables. À l'inverse, il y a ce qu'on appelle l'article partitif, du ou de la, qui va permettre de jouer le même rôle qu'un article indéfini, mais pour les noms massifs. Donc si je reprends mes exemples de tout à l'heure, et si vous avez bien suivi, vous comprendrez qu'on dira une chaise, mais du lait. Passons au déterminant qui, je vous le disais tout à l'heure, indique une petite notion, une petite nuance de sens supplémentaire. Il y a d'abord le déterminant démonstratif, ce, cette, c'est. Comme le nom semble l'indiquer, il s'agit de quelque chose que je peux montrer, démontrer, montrer du doigt par exemple. En fait, c'est un peu plus compliqué. Soit ça désigne quelque chose que je peux effectivement montrer dans la situation d'énonciation dans laquelle je me trouve, cette chaise qui est en face de moi à ce moment-là, ou bien un antécédent, c'est-à-dire que cette va, ou c'est, ou ce va reprendre quelque chose qui a été énoncé plus tôt dans le discours. Ensuite, le déterminant possessif, mon, ma, c'est, votre, qui va être toujours devant le nom, bien sûr. Le déterminant interrogatif, placé devant le nom toujours, quel, ou quel au féminin, qu'on peut mettre au pluriel aussi, bien sûr, suivi d'un point d'interrogation, bien sûr. Quelle voie, par exemple, si vous devez prendre le train.
Déterminants exclamatifs, ce sont les mêmes, mais cette fois-ci dans une phrase exclamative. Quelle audace, par exemple. Le déterminant numéral, 1, 2, 20, à condition qu'il soit toujours devant le nom, bien sûr. Ceux-ci sont invariables, bien qu'on soit dans la classe des variables, sauf 1 et 100. On dira bien un chemin, mais une pâtisserie, par exemple. Et pour le 100, je vous renvoie à la vidéo concernant l'accord de tout ce qui concerne les noms. Il y a aussi le déterminant relatif, lequel, laquelle, lesquels, auquel, etc., duquel, desquels, qui là aussi se place devant le nom et que l'on retrouvera surtout dans la langue juridique ou bien dans la langue littéraire. Un exemple parmi les plus utilisés, auquel cas. Enfin, les déterminants indéfinis, comme plusieurs, certains ou quelques. Je m'arrête un tout petit moment sur le déterminant indéfini pour préciser justement les nuances de sens que celui-ci peut amener. En effet, il peut indiquer une quantité nulle, par exemple aucun ou aucune, pas un, pas une, ou nul. Nul homme ne connaît le jour de sa mort, par exemple. Il peut indiquer une quantité partielle ou vague, avec certains, plusieurs, quelques, différents, maint ou maintes. Il peut indiquer aussi une quantité totale, avec chaque, tout, n'importe quel, etc. Ou encore la notion d'identité, au sens d'identique, et de différence, avec des déterminants comme même, autre ou tel, par exemple. Attention, je vous rappelle au passage que certains déterminants indéfinis comme chaque, aucun ou nul, parce qu'ils indiquent soit qu'on prend chaque individu de manière séparée, soit qu'il n'y a personne, sont par définition toujours au singulier. Dernière catégorie des variables, le pronom, qui, comme l'indique son nom, est à utiliser pour le nom, un pronom pour le nom, c'est-à-dire qu'il est capable de le remplacer, ce qui indique que le pronom est toujours l'équivalent syntaxique, dans le fonctionnement de la phrase, c'est l'équivalent du groupe nominal ou du nom. Alors là aussi, je dresse simplement une liste relativement complète, mais pas tout à fait exhaustive, des pronoms. Je vais vite parce que vous connaissez tout ça quand même. Le pronom personnel, bien sûr. Alors, personnel, sauf il, qui peut parfois être impersonnel, comme dans il pleut, par exemple. Les pronoms réfléchis, qui s'utilisent avec les verbes pronominaux, j'en parle dans la vidéo concernant l'accord du participe passé notamment, donc ce sont des pronoms qui vont être utilisés lorsque le sujet du verbe est aussi le complément du verbe. Donc je me lave par exemple. Le pronom personnel disjoint, moi, toi, lui, elle, eux, etc., qu'on appelle disjoint tout simplement parce que la plupart du temps, il est séparé du verbe par une pause, une virgule, une préposition, par exemple, du type « je lui ai dit, moi, qu'il fallait qu'il y aille », etc. Le pronom relatif, qui, que, quoi, dont, ou, lequel, qui, vous le savez, je pense, ou en tout cas vous vous en rappelez, introduit une proposition subordonnée relative. Par exemple, la police cherche l'homme qui a cambriolé le musée, par exemple. Et qui reprendra donc le nom qui précède pour introduire une proposition qui va compléter ce nom. Le pronom démonstratif, celui-ci ou celle-là, à ne pas confondre avec le déterminant démonstratif. Ici, il s'agit bien de remplacer le nom et non pas de le démontrer ou de faire signe vers lui. Le possessif, le mien, le nôtre, le vôtre. À ne pas confondre là encore avec les déterminants possessifs notre et votre, qui là aussi se mettent devant le nom et non pas à sa place. C'est notre voiture, mais c'est la vôtre. Sous-entendu la voiture. Pronom interrogatif, qui, quoi, que, lequel, et la forme renforcée, qui est-ce qui ou qu'est-ce que, qui est une tournure typiquement française, on ne trouve pas d'équivalent dans les autres langues romanes par exemple, et qui permet bien sûr d'insister, mais qui fonctionne comme un pronom interrogatif. Et enfin le pronom indéfini, quelques-uns, certains, chacun.
J'en profite et m'arrête quelques minutes pour faire un petit zoom, là encore comme tout à l'heure, sur le pronom indéfini, comme on l'a fait sur le déterminant indéfini, puisque le pronom indéfini va moins servir à identifier qu'à donner une info sur la quantité, tout en jouant bien sûr son rôle de pronom. Et comme pour les déterminants indéfinis, on va avoir des nuances de quantité exprimées. La quantité nulle, par exemple, personne, rien, auquel, nul, etc. La quantité partielle ou vague qu'on retrouve, certains, plusieurs, quelques-uns, ou encore la quantité totale, chacun, tous, tout, etc. Je précise pour être sûr que ce soit bien compris, parce que là il y a de forts risques de se mélanger les pinceaux par rapport aux déterminants indéfinis, donc pour ne pas les confondre. Rappelez-vous, voilà nos deux exemples. Aucun élève n'a eu le temps de terminer l'exercice, aucun n'a eu le temps de terminer l'exercice. Dans le premier exemple, vous voyez qu'on retrouve le nom élève, le déterminant est placé devant, c'est donc bien un déterminant, puisque le déterminant doit toujours accompagner le nom. Un déterminant tout seul, sans nom qu'il actualise, ça n'existe pas. En revanche, dans le deuxième exemple, aucun n'a eu le temps de terminer l'exercice. Vous voyez que aucun est réellement et directement le sujet du verbe. Ça n'est donc plus un déterminant qui actualise un nom, mais c'est un pronom qui remplace un groupe nominal ici, c'est-à-dire sur l'ensemble des élèves, etc. Aucun n'a eu le temps de terminer l'exercice. Ça y est, nous en avons fini avec les variables et nous allons pouvoir passer à la famille des invariables qui ira beaucoup plus vite, c'est promis. Commençons par l'adverbe le plus célèbre des invariables. L'adverbe est fait pour déterminer, apporter une détermination, c'est-à-dire un complément d'information, le plus souvent à un verbe, mais ça peut être aussi à un adjectif, un autre adverbe, voire à une phrase entière. Cette détermination, ce complément d'information, va pouvoir concerner le lieu avec les adverbes de lieu, ici, loin, dessus, dessous, etc. L'adverbe peut aussi être de temps, hier, tard, demain, de manière, facilement, vite, lentement, aisément, etc. D'intensité, très, trop, moins, si, peu, tellement, et ainsi de suite. Il peut être un modalisateur qui indique un degré de certitude par rapport à une idée ou au propos qu'on est en train de tenir, peut-être, probablement, sans aucun doute. Je précise rapidement que la modalisation des modalisateurs, ce sont tous les indices que l'on va utiliser pour introduire dans un énoncé ou dans son discours son point de vue personnel, sa subjectivité. Donc ça peut être dans l'intonation qu'on utilise, dans la ponctuation, dans le lexique, qui peut être orienté, péjoratif, mélioratif, etc. Et aussi dans les adverbes que l'on va utiliser et qui indiquent un degré de croyance, de certitude, d'enthousiasme, etc. Il y a aussi des adverbes de liaison que vous connaissez sous le nom de connecteurs, alors, en effet, ainsi, malgré, cependant, etc. De négation également, adverbes de négation, qui là ne sont pas déplaçables ou facultatifs dans une phrase comme le sont tous ceux qui sont indiqués précédemment. Donc non, ne pas, ne guère, ne jamais, etc. L'adverbe peut aussi être exclamatif, comme tu es belle, ou interrogatif, enfin, ou pourquoi, comment, etc. Passons à la préposition. Son travail à elle, c'est d'introduire un nom ou un groupe nominal, un pronom ou encore un verbe à l'infinitif, ce qu'indique son nom, en préposition, c'est-à-dire en position précédente, elle est avant, pour introduire justement ces éléments. La liste des prépositions est assez courte. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur, contre, grâce à et entre. Il existe une formule mnémotechnique afin d'en retenir une grande partie. Adam par pour envers avec 200 sous, ce qui permet de retenir un bon paquet de ces prépositions. En revanche, cette formule célèbre reste imparfaite puisqu'elle ne permet pas d'intégrer sur, contre, grâce à et entre. Mais c'est déjà ça si vous arrivez à retenir celle-ci pour ne pas les mélanger, ces prépositions, avec la catégorie suivante qui est celle des conjonctions. Ah bah tiens, justement, la voilà, la conjonction.
La conjonction se subdivise en deux catégories. D'un côté, la conjonction de coordination. Vous les connaissez, c'est les fameux mais où est donc ornicar. Et puis de l'autre côté, la conjonction de subordination. Avec que, parce que, alors que, puisque, quand, comme, si, quoique, et quelques autres encore. Mais voici les principaux. Quelle est la différence exactement? Eh bien, tout est dans le nom de chacune des conjonctions. Comme son nom l'indique, la conjonction de coordination est là pour coordonner, c'est-à-dire qu'elle va faire le lien entre deux propositions, c'est-à-dire deux segments de phrase, pour le dire simplement, en les mettant sur le même pied d'égalité. Ils valent tous les deux la même chose, et en tout cas, ils ont chacun un fonctionnement indépendant en termes grammaticaux et syntaxiques. La conjonction de subordination, en revanche, introduit une proposition subordonnée conjonctive, c'est-à-dire une proposition ou un segment de phrase qui est soumis à la phrase principale, à la proposition principale. Elle lui est donc subordonnée, comme on peut être subordonné en tant qu'employé à son patron. Ainsi, dans les propositions subordonnées introduites par ces conjonctions, il y aura souvent des variations de mode verbal avec l'utilisation par exemple du subjonctif la plupart du temps parce que justement cette proposition est subordonnée à la principale qui est à l'indicatif, par exemple. Quelques exemples pour illustrer notre propos. Du côté de la coordination d'abord, célèbre citation de Descartes, je pense donc je suis. Vous voyez que les deux verbes sont au présent de l'indicatif et que les deux propositions, je pense et je suis, fonctionnent correctement, chacune indépendamment. Il suffit de mettre le donc au milieu. Idem avec l'exemple suivant, tu as progressé car tu as fait des efforts. Nous avons deux propositions sur un pied d'égalité, même fonctionnement, et deux verbes au passé composés. Du côté de la subordination, quelques exemples. Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Vous voyez que dans la proposition subordonnée si j'étais riche, ici une hypothèse, on a de l'imparfait suivi du conditionnel, je ferais le tour du monde. Autre exemple, je tiendrai le coup quoi qu'il advienne. Du futur simple pour la proposition principale et pour la subordonnée, du subjonctif, advienne. Enfin, je crois qu'il viendra, un verbe principal au présent de l'indicatif et le verbe de la proposition subordonnée, complétive ici, complétant le verbe, croire, je crois qu'il viendra, au futur simple. Donc, c'est simplement pour vous rendre attentif au fait que dans le rapport de subordination, la conjugaison va s'adapter selon le type de subordonnée auquel on a affaire et selon le sens, bien sûr, de celle-ci. Est-elle de complétive, concessive, etc., etc., ou une hypothèse, etc. Terminons notre tour d'horizon des natures grammaticales avec l'interjection et l'onomatopée. L'interjection, dont l'onomatopée est une catégorie particulière, l'interjection a pour fonction de traduire une émotion spontanée. Interjection, littéralement, veut dire jeter, injection, entre, inter. Jeter entre quoi? Bien entre les mots du discours, puisque une interjection va se placer entre des phrases, par exemple, ou à l'intérieur d'une phrase, mais n'a pas de fonctionnement syntaxique particulier. Beaucoup d'interjections vont jouer sur les voyelles et sur la possibilité, le potentiel expressif des voyelles, A et O, etc., pour exprimer une émotion particulière et spontanée. On peut y ajouter aussi les mince et bien, etc. Et puis, il y a la catégorie particulière des onomatopées. Cette catégorie a pour particularité d'essayer de mimer les sons. Ce sont des mots qui essayent, par leur phonétique, par leur prononciation, d'imiter le son de la chose qu'ils désignent. Ces sons peuvent être des sons humains, par exemple, comme ceux que vous voyez à l'écran. Il y a aussi, bien sûr, tous les cris des animaux, tous les sons inspirés par le monde animal. Et puis, toutes les onomatopées aussi, qui proviennent plutôt des sons émis par les objets. Et puis c'est fini, enfin, me direz-vous. Maintenant que vous connaissez toutes les natures, eh bien, il n'y a plus qu'à découvrir les fonctions dans la deuxième partie. Allez, courage!